Si vous êtes un fan de Batman, vous avez sûrement déjà joué à la trilogie des jeux Arkham, en particulier à l'opus qui a sûrement été le plus apprécié, Batman Arkham City. Voici un bref résumé pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu ou pour ceux qui veulent tout simplement se rafraîchir la mémoire. Arkham City est un endroit dans Gotham où tous les prisonniers sont en liberté. Mais sont-ils vraiment libres? Le docteur Hugo Strange et le maire Quincy Sharp ont réalisé ce projet dans un but. Mais lequel? Tout simplement pour éliminer tous les criminels de la ville, en les laissant d'abord s'entretuer entre eux, puis en activant le protocole 10 visant à exterminer tout individu se trouvant dans la zone d'Arkham City. On apprendra que c'est Ra's al Ghul qui est derrière tout ça et qui a financé Hugo Strange pour réaliser son projet. Et c'est donc pas anodin si la ville de test pour Ra's al Ghul est Gotham, car c'est l'une des villes dans le monde où le taux de criminalité est le plus élevé. Entre-temps, Batman est confronté à une grande partie de sa galerie de vilains, notamment Double Face, le Pingouin ou encore le Joker, qui aura un rôle plutôt important dans le jeu vidéo. Les histoires que je m'apprête à vous raconter ne sortent pas de nulle part. En effet, c'est DC Comics qui a confié la lourde tâche à certains artistes d'écrire une suite ou alors des histoires précédant le jeu vidéo dans le but de compléter le lore du jeu et d'y donner un peu plus de profondeur. Mais de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons revenir sur quelques zones d'ombre, par exemple le litige entre Double Face et Catwoman, ou encore la montée de Hugo Strange au pouvoir, la guerre de gang du Pingouin et du Joker, et pour finir les conséquences de la mort du Joker. Ça, ce sont uniquement les histoires majeures que je vais vous raconter, mais il y a d'autres petites histoires qui compléteront un peu la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je te laisse t'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. Partage également la vidéo à tous tes potes fans de Batman Arkham City. Tu peux également me suivre sur Instagram pour ne rien rater sur mon contenu. Allez bref, découvrons sans plus attendre les histoires sur Arkham City. Pour commencer, remettons les choses dans l'ordre. Comment l'idée de Arkham City est-elle venue dans l'esprit du maire Quincy Sharp? Le maire est préoccupé car il doit passer sur une chaîne de grande écoute pour débattre des récents événements se déroulant dans le jeu Arkham Asylum, où les détenus de l'asile ont été encore plus sauvages que d'habitude. Une personne le rassure à distance et lui dicte presque mot pour mot ce qu'il doit dire devant les deux journalistes Jack Ryder et Vicky Vale. Quincy Sharp démontre qu'il peut rendre la ville meilleure en disant que tout individu costumé n'est plus toléré à Gotham, bien que les journalistes mettent en évidence que dans le lot, il y a les héros de Gotham, Batman et ses alliés qui chaque jour sauvent des vies. Le maire panique, mais la voix dans son oreillette lui indique la marche à suivre. Il redonne un élan de courage au maire qui dit haut et fort que l'avenir de Gotham se joue en ce moment même et qu'il va falloir durcir les conditions des criminels. Quelques jours plus tard, lors d'une conférence de presse, le maire Quincy Sharp est attaqué par deux individus qui visiblement ont consommé la drogue Titan, soit la même que celle utilisée par le Joker durant la bataille finale du jeu précédent. Ces deux brutes sont frères et sœurs. Batman est à leur poursuite depuis quelque temps, depuis que le commissaire Jim Gordon lui a indiqué que des barils contenant de la drogue Titan a été transféré de Arkham vers Gotham et que ses frères et sœurs en possédaient. Ils ont soi-disant travaillé un temps pour Double Face, mais ce dernier révèle à Batman qu'à la base, c'était lui qui avait envoyé ces deux sbires récupérer une cargaison de titans qu'il avait acheté. Mais ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et ont décidé de s'accaparer la drogue pour monter leur propre gang. Ils sont maintenant déterminés à éliminer le maire. Ils obéissent en réalité à une voix qui leur dicte quoi faire, de la même manière que Quincy Sharp. L'intervention de Batman oblige les deux individus à commettre un acte désespéré, mais préparé au cas où si leur plan échouait. Un individu mystérieux active une bombe à distance et les deux corps explose non loin du maire. Ce coup d'état était l'accident de trop pour le maire Quincy Sharp qui déclare Gotham comme une zone de guerre et met en place la loi martiale. La police de Gotham est donc remplacée par une armée privée et le début de la construction de Arkham City
est lancée. Une zone de non-droit où tous les individus connus des services de police y seront enfermés et livrés à eux-mêmes. Que ce soit les criminels sanguinaires ou les pauvres bandits qui ne sont pas aussi déments qu'eux. Les ouvriers bâtissent les murs qui feront office de rempart entre les rejetés de la société et le peuple de Gotham. Les journalistes se posent des questions quant aux droits de l'homme, mais le maire assure que cela permettra aux habitants de se sentir en sécurité. Et de plus, les prisonniers d'Arkham City pourront remettre les pieds à Gotham si leur comportement change au sein de la prison à ciel ouvert. Batman sent que cette affaire dépasse le maire Quincy Sharp et décide d'aller enquêter dans son bureau pour trouver des indices quant à un rapprochement entre le maire et un potentiel associé. Les indices qu'il trouve laissent à penser que le maire n'aurait jamais le cran d'organiser un tel projet seul. Il a également l'air obsédé par l'homme chauve-souris qu'il espionne et analyse de son bureau. Si Batman est toujours espionné, qui dit que ce n'est pas le cas à l'instant présent? L'ordinateur du maire s'ouvre et une étrange personne lui dit qu'il est le bienvenu, mais que lui aussi désire en savoir plus sur lui. Des pièges s'activent aux quatre coins du bureau du maire, mais Batman arrive à les contrer rapidement. Il remarque alors que ces pièges n'étaient pas réalisés pour le tuer, mais juste pour l'assommer, peut-être donc dans le but de le capturer. Il en déduit alors que la personne derrière l'écran de l'ordinateur est quelqu'un qui analyse ses techniques de combat afin de mieux connaître son adversaire. Lors d'une patrouille à Arkham City, histoire de tâter le terrain, Batman est surpris par cette même voix qui communique avec lui à travers les communications internes qu'il a avec sa Bat Family. La voix lui indique qu'il suit ses moindres faits et gestes à l'intérieur d'Arkham City et qu'il anticipera tous ses mouvements. De plus, il semble connaître la véritable identité de Bruce. Mais ce que Hugo Strange n'avait pas anticipé, c'est l'aide de certains des alliés du Chevalier Noir. Débarquant dans un poids lourd à toute vitesse, Catwoman passe par là et lui porte secours. Elle dit à Batman qu'Arkham City est l'endroit rêvé pour se faire de l'argent, et qui détient l'argent, détient le pouvoir. Batman prévient que ce n'est pas un jeu, et que les prochains jours seront une escalade de la violence. Après cette mise en garde, Batman s'éjecte du véhicule et tient à discuter avec quelques gardes de la milice pour leur soutirer des infos. Le garde ne se laisse pas faire pour autant, mais face à la rage de l'homme chauve-souris, il n'a d'autre choix que de révéler que c'est Hugo Strange qui se cache derrière tout ça. Cette précieuse information permet à Batman d'en apprendre plus sur son ennemi, à la Batcave en compagnie de Tim Drake et Alfred. Il découvre qu'il était par le passé un psychologue travaillant à l'asile d'Arkham. Il a longtemps étudié certains des détenus les plus fous pour en tirer leur savoir. Il est fort probable que maintenant, il souhaite se tourner vers la personne la plus énigmatique de Gotham, la personne qui est dans la tête de tous les individus qu'il a étudiés durant son parcours à l'asile. Il fut licencié car il négligeait le traitement de ses patients. De plus, étant donné que le maire Quincy Sharp occupait la place de directeur de l'asile d'Arkham avant sa place de maire, il est fort possible que Hugo Strange l'ait manipulé d'une certaine manière. Batman est pris de court. Le journal télévisé montre que Hugo Strange a pris les devants et se dévoile au grand public comme un collaborateur du maire Quincy Sharp. Bruce décide alors de se rendre à la conférence de presse, sans son costume, mais avec son statut de milliardaire de Gotham impliqué dans le bien-être de sa ville. Il révèle haut et fort le vrai visage de Hugo Strange. Mais ce dernier a tout prévu et profite de la connaissance du secret de Bruce pour l'intimider et ainsi porter en échec les accusations à son égard. Les jours passèrent encore et encore. Les hommes de Gordon n'ont plus de pouvoir au sein d'Arkham City. Les meurtriers, célèbres comme Victor Zsasz, sont libérés dans la zone de quarantaine. Mais ce n'est que de courte durée, pour montrer aux habitants de Gotham que les troupes militaires de Quincy Sharp maintiennent l'ordre dans cette zone. Certains criminels sont cachés et profitent de la situation. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils se fassent la guerre entre eux. Cependant, il reste deux criminels bien connus qui n'ont pas encore été arrêtés. Double Face et Catwoman, mais Hugo Strange compte bien les capturer dès qu'ils pointeront le bout de leur nez. Hugo Strange convoque les membres importants de la milice Tiger et souhaite prendre le dessus sur Quincy Sharp. Il leur fait donc un lavage de cerveau et seront à présent obligés d'obéir aux ordres de Hugo Strange dès lors que ce dernier activera la commande permettant de les contrôler et ainsi pouvoir avoir une chance
de capturer Batman, son seul et unique objectif. Mais avant ça, voyons voir pourquoi Double Face et Catwoman ne sont pas très potes dans le jeu. Et quel est cet objet dont Catwoman est à la recherche? Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, Double Face et Catwoman sont les deux seuls criminels encore en liberté dans Gotham. Cette annonce à la télévision fait sourire Catwoman qui n'attend qu'une chose, mettre au défi Hugo Strange et ses troupes de la débusquer. En enfilant son costume, elle reçoit un coup de fil d'un autre collègue criminel. Tiens, il s'agit de Double Face, mais quel hasard! Il lui dit que seulement une personne va s'en sortir, et fait donc comprendre que cette personne, ce sera lui. Catwoman comprend alors qu'il a balancé l'adresse de sa planque. Les miliciens Tiger débarquent et retournent son appartement pour chercher la moindre trace de sa présence. Elle parvient à en éliminer un discrètement et s'échappe par les airs. La cible est en fuite, mais les miliciens en profitent pour récupérer le butin qu'elle stockait dans un coffre-fort. Les biens les plus précieux de la voleuse lui glissent entre les mains et elle n'est pas prête d'accepter ça. Mais une personne lui empêche de commettre une bêtise. Son sauveur n'est autre que Batman qui souhaite l'emmener hors de Gotham pour qu'elle soit hors de portée des miliciens le temps que la situation en ville n'est pas réglée. Catwoman refuse l'aide de l'homme chauve-souris et appuie sur le bouton permettant de la propulser hors du véhicule. Batman la rattrape mais ne parvient pas à la dissuader de quitter la ville le temps qu'elle ne soit plus recherchée par Hugo Strange. Catwoman n'en fait qu'à sa tête et est décidée plus que jamais à reprendre ce qu'on lui a volé, même si en soi, c'est des biens qu'elle a volés elle aussi. Batman pense connaître le lieu où Catwoman est susceptible de se rendre, le manoir Arkham, l'ancien quartier général de Hugo Strange durant la construction d'Arkham City. C'est sûrement là que Hugo Strange garde les plans de ses infrastructures et donc de son coffre-fort. Il remarque que le garde à l'entrée est inconscient, mais pas de la manière dont procède Catwoman, car il est mort de 2 balles dans la poitrine. Quelqu'un a devancé Catwoman, et cette personne, c'est Double Face. Les hommes de Hugo Strange sont avertis que des intrus ont pénétré dans le manoir et s'y dirigent avec l'ordre de les capturer en vie. Double Face avance de pièce en pièce jusqu'à tomber sur ces fameux plans. Il a le temps de les prendre en photo avant que Catwoman intervienne pour tenter de le récupérer. Mais c'est trop tard, maintenant ils sont dans les flammes. Batman sait que tout cela va mal se finir. Il élimine les hommes sur son chemin pour rattraper les 2 voleurs. Alors que Double Face était prêt à en finir, Batman surgit et l'en empêche. Double Face est désarmé, mais le chat et la chauve-souris vont devoir allier leurs forces pour repousser les miliciens qui sont maintenant à leur niveau. Les miliciens préfèrent se concentrer sur leur cible la plus importante, qui est Batman. Catwoman en profite donc pour prendre en chasse Double Face qui tente de s'échapper de la bagarre. Elle souhaite récupérer l'appareil photo avec lequel Double Face a photographié les plans des bâtiments. Une plus grosse escouade arrive alors et Batman n'a pas de choix de secourir Catwoman une fois de plus. Harvey Dent est capturé. Toutefois, il a réussi à retirer la puce de l'appareil photo et l'avale. Cela pousse Catwoman à se jeter dans la gueule du loup pour tenter de la récupérer, mais en vain. Vous savez donc maintenant pourquoi les deux sont fâchés l'un envers l'autre, et surtout toute l'histoire derrière cet objet. Au passage, je préfère pas savoir par où Double Face a réussi à récupérer son objet. Enfin bref, restons du côté de Catwoman. Cette deuxième histoire avec elle va aborder sa relation avec Poison Ivy. Nous allons en apprendre un peu plus sur les raisons concernant le froid qu'il y a entre les 2 personnages. Et nous allons aussi savoir quelles sont les conséquences des actes de Catwoman dans la mission du jeu qui est reliée à Poison Ivy. À l'époque, Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn formaient les Sirènes de Gotham, 3 pseudo-justicières qui se battaient pour leur cause personnelle. C'est pourquoi elles se sont mises à pourchasser une femme qui, de par ses ambitions, cause énormément de dégâts sur la faune et la flore. Lorsqu'elles étaient sur le point de lui faire payer, Batman en personne intervient car il est lui aussi à la poursuite de cette femme. Poison Ivy a relié la présence de Batman à Catwoman et lui en a voulu d'avoir rameuté le Chevalier Noir alors qu'elles étaient censées régler ça entre filles. Avant que la police arrive, Batman embarque Catwoman et s'enfuit avec elle dans les airs. Harley et Ivy n'ont pas cette chance et sont embarqués par les forces de l'ordre et ramenés dans leur deuxième maison, l'asile d'Arkham.
Lorsque Catwoman rendit visite à Ivy, cette dernière ne lui demanda qu'une seule chose, prendre soin de ses plantes durant son séjour à l'asile. Après avoir joué à Arkham City, vous savez donc que Selina n'a pas pris soin des plantes de Ivy et est sur le point de le payer très cher. Alors qu'elle était en mauvaise posture, Catwoman effectue un marché avec Ivy pour se racheter. Elle devait récupérer une orchidée volée par Hugo Strange, mais encore une fois, si vous avez joué au jeu, vous savez que Selina a bluffé et a juste utilisé Ivy pour récupérer ses affaires personnelles tout en ignorant la plante d'Ivy. Là, c'est la plante de trop qui fait déborder le vase. Ivy veut se venger et pour cela, elle se rend dans la planque du Joker pour demander l'aide de son ancienne partenaire, Harley Quinn. Pour la convaincre de s'allier à elle, elle lui confie qu'elle a le remède permettant de guérir de la drogue Titan et ainsi sauver le Joker d'une mort certaine. Cet argument suffit à Harley pour la rejoindre et exécute sans plus tarder sa première mission, capturer Batman. Catwoman est quant à elle chassée de chez elle et est priée de se rendre dans la planque d'Ivy. Pour le mal qu'elle avait fait, Selina allait voir un être cher mourir devant ses yeux. Harley ajoute que depuis qu'elle traîne avec Batman, leur relation s'est dégradée et si il disparaissait de sa vie, peut-être qu'elles pourront reformer leur trio de choc d'antan. Mais Harley n'a pas oublié la promesse que lui a fait Ivy et lui demande si c'est possible qu'elle lui fournisse le remède promis pour soigner le Joker. Batman sort du silence et lui dit qu'elle s'est faite berner. Lui seul a un potentiel remède permettant de guérir de la drogue Titan. Ivy confirme ce que dit Batman. Selon elle, ce n'est pas plus mal si les deux hommes sortent de la vie de ses deux anciennes partenaires. Harley se rend compte qu'elle lui a menti et décide alors de prendre parti pour Catwoman et tous deux attaquent Poison Ivy. Batman parvient à se défaire de ses liens et pendant un temps repousse aux côtés de ses deux compagnons de fortune les attaques dévastatrices d'Ivy. Il finit par créer sa propre sortie grâce à son gel explosif et échappe aux plantes d'Ivy. La suite de l'histoire, vous la connaissez. On va maintenant parler d'un autre ennemi impitoyable de Batman qui, comme à son habitude, règne sur la sphère criminelle de la ville en ayant un petit faible pour la torture, Black Mask. Comme les autres criminels de la ville, il est convié de force à se rendre à Arkham City. Il fuit pendant un temps la milice Tiger mais finit par tomber dans les mains de Hugo Strange. Comme tous les autres, il est traité comme du bétail, puis relâché au sein d'Arkham City. Black Mask aka Roman Sionis souhaite récupérer l'usine familiale qui n'est autre que la scierie Sionis, le repère du Joker. Le Joker et Harley ont entendu du raffut à l'extérieur et tombent sur Black Mask criant haut et fort qu'il est prêt à tout pour reprendre son usine. N'étant pas en situation de force, il parvient à s'enfuir en projetant le couple. Mais un peu plus loin dans les rues d'Arkham City, un autre gang s'en prend à lui et le capture. Le pingouin en personne souhaite avoir une discussion avec lui. Il a entendu que Black Mask avait une dent contre le Joker. Et ça tombe bien, c'est également le cas du pingouin. Ne vous inquiétez pas, nous allons éclaircir quelques points concernant la rivalité entre le pingouin et le Joker dans quelques instants. Le pingouin propose de l'aider à vaincre le Joker, en lui fournissant tout le matos nécessaire pour détruire l'usine. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une proposition, et Black Mask n'a d'autre choix que d'accepter. Avec tous ces explosifs en sa possession, Black Mask a une autre idée en tête. Il ne va pas détruire la scierie Sionis, mais il va trouver une opportunité à s'échapper de cette prison à ciel ouvert, pour retourner à Gotham et devenir le chef de la mafia en ville. Si vous avez résolu toutes les énigmes du Sphinx dans le jeu, il y avait une énigme consacrée à Black Mask, où on peut voir clairement qu'il était recherché par les miliciens Tiger suite à son évasion. À l'inverse de se faire discret, Black Mask planifie plusieurs opérations visant à frapper les miliciens l'ayant embarqué et enfermé de force à Arkham City. Il attaque donc des convois Tiger. Sur le point de s'échapper en train, Nightwing et Robin arrivent à temps pour l'en empêcher. Ils viennent à bout des sbires facilement, mais Black Mask parvient à les semer en détachant le wagon où se trouvent les justiciers. Malheureusement pour lui, il n'y a pas que deux justiciers à Gotham et le Chevalier Noir arrête Black Mask avant qu'il ne puisse fuir Gotham le temps qu'Arkham City est en place. Batman est distrait par les tirs de Black Mask et ce dernier va tomber sur bien pire que lui. Il est extradé de nouveau à Arkham City et cette fois-ci, les miliciens ne vont pas lui faire de cadeau. Mais dans son malheur, il y trouve du réconfort. En effet, il croise du regard un nouvel arrivant à Arkham City,
qu'il rêve d'éliminer depuis qu'il est à l'origine du déclin de sa famille, Bruce Wayne. Cette scène fait référence à la scène d'introduction du jeu Arkham City, où l'on peut voir Black Mask qui tente de se défendre face aux miliciens d'Hugo Strange. De plus, il y a un des challenges du jeu qui fait directement écho à la scène du train. Voyons voir maintenant le parcours du Joker entre la fin brutale du jeu Arkham Asylum et le début du jeu Arkham City. Le combat entre le Joker et Batman durant leur dernière confrontation dans Arkham Asylum s'est soldé par une défaite du clown grâce aux nombreux gadgets de l'homme chauve-souris. Une défaite de plus, certes, mais le Joker sait toujours qu'il y aura une prochaine fois. Il reviendra plus fort avec un plan encore plus fou que le précédent. Mais cette fois, c'est différent. Le Joker sent que la drogue Titan le consomme de l'intérieur. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps et qu'il n'aura jamais l'occasion d'en finir en beauté avec Batman. Mourir malade et au sein de l'asile d'Arkham. Ce n'est pas comme ça qu'il s'imaginait mourir. Mais il prend ça à la rigolade car, après tout, il faut rire de tout. Harley Quinn, elle, ne rit pas. Elle a appris que le Joker n'en a plus pour longtemps et pleure sur son sort. Mais elle n'a pas dit son dernier mot et compte bien remettre son Monsieur G sur pied. Suite à l'élaboration du projet Arkham City, tous les prisonniers de Blackgate et tous les détenus de l'asile d'Arkham doivent être transférés vers cette nouvelle zone, y compris le Joker. Cela redonne le sourire au clown qui est très inspiré par ce projet et compte bien tirer profit de cet endroit pour ses plans machiavéliques. Mais le Joker, lui, n'est pas transféré à Arkham City. Les gardes de l'asile en profitent pour l'amener vers une pièce isolée pour le faire payer de tout le mal qu'il a fait, de tous leurs collègues qui sont décédés des mains du criminel. Cependant, son heure n'est pas arrivée. Harley Quinn avait entendu des rumeurs sur le sort qui lui était réservé et ne pouvait pas laisser cela se passer. Elle pousse le fauteuil roulant hors de l'asile et trouve une échappatoire sur les quais. Ils sont maintenant poursuivis par bien pire que les gardes. Le Chevalier Noir a remarqué depuis sa base qu'un bateau avait quitté les quais sans autorisation et a trouvé ça louche. Il distingue de plus une silhouette qu'il reconnaîtrait parmi tant d'autres au volant du navire et part donc à leur poursuite. Batman parvient à stopper leur fuite, mais ne trouve aucun signe de vie parmi les débris du bateau. Néanmoins, le couple a réussi à s'échapper par les profondeurs et atterrissent vers la zone condamnée. Ils sont donc les premiers à y accéder et choisissent donc leur nouvelle tanière, la Syrie Sionis. Le Joker et Harley Quinn sont donc à présent dans Arkham City. Ils comptent bien s'imposer à leur façon et surtout tenter de guérir le Joker de sa maladie. Un médecin a été débauché pour réaliser un diagnostic, mais il craint que la maladie soit incurable et même pire, que la drogue Titan présente dans son corps ne cesse de muter. Le Joker lui demande s'il est possible de prélever un échantillon de son sang, car il a des idées plein la tête, et nous autres joueurs de Arkham City savons de quoi il s'agit. Pour remercier le médecin, rien de mieux qu'un petit tour de montagne russe en direction de la fonderie. Outre les problèmes liés à la santé du Joker, ce dernier ne doit pas montrer ses faiblesses, car s'il veut régner sur Arkham City, il va devoir tenir tête à un autre personnage. Un personnage qui, contrairement aux autres, est resté selon sa propre volonté dans la zone de quarantaine, notamment car son club l'Iceberg Lounge était présent bien avant la construction d'Arkham City. Le Pingouin est un rival de taille, au sens figuré bien sûr, et compte bien prendre l'emprise totale d'Arkham City. Connaissant le caractère de ces deux criminels, Bruce Wayne s'est grimé en bandit des rues pour infiltrer les deux gangs et ainsi en connaître davantage sur l'état des lieux. Il remarque alors que les deux sont bel et bien rivaux et sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. Les deux gangs ont eu écho d'un lourd convoi d'armes transportées par les miliciens et ont tous deux opté pour une embuscade. Le gang qui mettra la main sur ses armes aura un net avantage et pourra semer le chaos dans Arkham City. Bruce prend la décision logique de détruire accidentellement les armes et s'enfuit en attendant de voir comment la situation évolue. De son côté, le Pingouin fait les comptes. Il est devenu moins courant de trouver des fournisseurs d'armes ou de nourriture maintenant qu'ils sont coupés du reste du monde. Il lui reste tout de même quelques relations.
et ses sbires reviennent justement d'un rendez-vous avec l'un d'entre eux. Un rendez-vous qui s'est visiblement pas déroulé comme prévu. Sur une équipe entière, il ne reste que 2 d'entre eux, dont un blessé et l'autre rapportant un maigre butin. En effet, malgré leur discrétion, quelqu'un avait déjà visité le point de deal avant eux, et il y a également laissé sa carte de visite. Tout a été dévalisé, et le fournisseur d'armes a été grimé en clown et retrouvé mort. Pour couronner le tout, Batman s'est invité à la fête et a mis au tapis les malchanceux qui n'ont pas pu échapper à temps. Une seule boîte a été retrouvée en bon état, et à l'intérieur s'y trouve une bonne bouteille de vin. Le sbire s'empresse de la goûter, mais erreur de débutant, de l'acide gicle partout dans la pièce et rend le pingouin furieux. Furieux car maintenant son tapis et son bureau sont abîmés. Dans la boîte, il y a autre chose qui attire l'œil du pingouin, une lettre disant qu'il est invité à la parade folle. Le boucan dans les rues commence à se faire entendre dans tout Arkham City. Cette fameuse parade folle semble venir à lui. Les troupes du Joker défilent dans les rues désertes d'Arkham City. Et à la tête du cortège se trouve le roi et la reine autoproclamés de la zone. La parade s'arrête devant l'Iceberg Lounge et le Joker déclare que c'est l'heure du feu d'artifice. Des explosions retentissent devant la propriété du pingouin et des tartes à la crème sont jetées sur la façade. Le pingouin est humilié et cela fera rire le Joker qui repart d'où il vient à la recherche de nouvelles blagues pour rabaisser plus bas que terre son rival. Le pingouin est décidé à en venir à bout du clown par tous les moyens possibles. Mais avant ça, il souhaite profiter d'un bon repas au calme. Il n'est pas du tout d'humeur à rigoler. Et cette fois, le clown a été trop loin. Pourtant, les deux hommes s'appréciaient dans le passé. Bien avant la construction d'Arkham City, l'Iceberg Lounge était un lieu phare pour toutes les personnalités influentes de la ville. Le pingouin se faisait une réputation tout en servant ses propres intérêts. Une nuit, le Joker et sa compagne étaient attablés pour un dîner. Le pingouin voulait flamber et prouver de sa grandeur, et a demandé à une serveuse de lui ramener la meilleure bouteille de sa cave. Par accident, elle la renversa sur le Joker, qui ne souhaite pas d'excuse de sa part, mais souhaite plutôt lui rendre l'appareil. Le pingouin est loin d'apprécier ce que le Joker vient de faire dans l'enceinte de son club, et compte lui faire payer un jour. Le Joker et Harley prennent la fuite en prenant soin de bien foutre le bordel sur leur passage. À la sortie, leurs hommes les attendaient et en plus ont eu l'amabilité de rapporter le dessert. Le pingouin était humilié chez lui devant les yeux des personnes influentes de la société et son club a perdu en popularité les mois suivant cet accident. Autant dire que les tensions entre le Joker et le pingouin ne sont pas près de s'apaiser. Mais voyons voir maintenant quelques faits importants concernant cette rivalité entre ces deux personnages. Vous vous souvenez certainement des deux brutes privées d'un bras chacun. Ces deux brutes qui étaient affiliées au gang du Joker et du pingouin, les frères Abramovici. Mais comment se sont-ils retrouvés à se battre chacun pour le camp opposé ? Nightwing se souvient de leur histoire. Ils étaient très connus dans le monde du cirque. Et ayant grandi dans un cirque, le jeune Dick Grayson avait écouté les rumeurs sur ses frères de nombreuses fois. Leur histoire remonte dans un petit village de Sibérie. Un homme attendait un enfant. Il apprit que sa femme avait accouché et se rendit sur place, mais ce qui devait être le plus beau jour de sa vie se transforma en cauchemar. Sa femme est décédée à l'accouchement et il considère son fils, enfin plutôt ses fils, comme des monstres. Alors qu'il était sur le point de les tuer, il n'arriva pas à passer à l'acte et a plutôt préféré se débarrasser d'eux dans un cirque. Ils devinrent les têtes d'affiche du cirque. Leur force et leur brutalité ne cessaient d'augmenter d'année en année et les spectateurs venaient de tout le pays pour les admirer. Mais leur réputation n'a pas attiré que des gens honnêtes. Une harlequin bien connue se rendit au cirque pour tenter de s'accaparer les services des frères Abramovici. Mais sous le refus du gérant, le chef de l'harlequin décida de récupérer les frères d'une manière un peu moins cordiale. De retour à Gotham, le Joker s'ennuyait. Les frères Abramovici ne faisaient toujours pas le poids face à l'homme chauve-souris. Quand tout à coup,
une idée de génie traversa l'esprit du Joker. Il tenta de recruter un chirurgien qualifié. Un certain Victor Zsasz répondit à l'appel, mais le Joker craint de ne pas pouvoir collaborer avec lui, car ses méthodes sont un peu trop radicales à son goût. Le Joker trouva alors un autre prétendant, un certain chirurgien du nom de Thomas Elliot. Bruce le connaît très bien, puisqu'il s'agit d'un de ses amis d'enfance. Lorsqu'il s'était rendu à l'asile d'Arkham, il remarqua que Thomas était chirurgien dans cet établissement et qu'il avait des pratiques médicales plus que douteuses. Sa réputation n'est pas pour déplaire au Joker. Son projet peut enfin voir le jour. Il endort les frères siamois, puis les installe sur un lit d'opération. Il demande alors au chirurgien de couper le corps, non pas à l'horizontale, mais à la verticale. Une fois le travail fait, le Joker récompense Thomas Elliot avec une valise remplie d'argent. Ce dernier lui dit alors que ça sera très utile pour ses prochains traitements, car la chirurgie esthétique, ça coûte très cher. D'ailleurs, on recroise ce bon vieux Thomas Elliot dans une mission secondaire du jeu, nous dévoilant à quoi lui a servi l'argent du Joker. Le Joker est ravi du travail de Thomas. Il doit décider maintenant duquel il compte garder avec lui en faisant un trou-trou. Mais que compte-t-il faire du deuxième corps? À la base, il comptait tout simplement s'en débarrasser dans la mer. Mais Harley Quinn a eu une autre idée et l'a déposé devant l'Iceberg Lounge pour, une fois de plus, intimider le pingouin. Mais ce dernier compte bien utiliser cet homme à son avantage. C'est durant son périple dans Arkham City que Batman apprit que les deux frères ont été séparés et travaillent dorénavant pour deux boss différents. Désormais, ils se battent chacun pour soi dans deux camps différents et sont des armes bien redoutables. Les deux frères ont toujours vécu l'un avec l'autre et ont dû partager un corps pour deux esprits. Maintenant qu'ils sont séparés, ils peuvent désormais suivre leur propre voie. Mais est-ce que l'amour fraternel est plus forte qu'une guerre de gang? À la fin du jeu Arkham City, on peut les voir ensemble en train de parler, disant qu'ils sont prêts de nouveau à combattre ensemble et que plus personne ne se mettra en travers de leur route. D'autres vilains se sont mêlés de la rivalité entre le Joker et le Pingouin, volontairement comme involontairement. Tout d'abord, Ratcatcher. Il n'apparaît pas dans le jeu, mais on entend parler de lui à plusieurs reprises. Depuis les égouts, il envoyait ses rats voler des objets aux quatre coins de la ville, ainsi que dans le repère du pingouin. Sauf que ce dernier est loin de l'accepter et a donc envoyé quelques hommes le déloger des égouts pour le ramener à l'Iceberg Lounge, car on ne vole pas le pingouin comme ça. Ayant pris connaissance de cette histoire, le Joker a envoyé à son tour certains de ses hommes pour reprendre les égouts, car ça empiète sur son territoire. Le problème, c'est que Ratcatcher n'est pas le seul vilain se trouvant dans les égouts, et ça, les hommes du Joker le savent très bien. Une masse imposante règne sur ces lieux et dévore quiconque oserait s'approcher trop près de lui. Killer Croc est une force de la nature et les hommes du Joker ne font pas le poids face à lui. Le seul qui arrive à lui tenir tête est Monsieur Marteau, le frère Abramovici que le Joker a gardé avec lui. Les deux mastodontes s'échangent des coups violents, mais Monsieur Marteau n'a pas l'air de vouloir éliminer Killer Croc. Pour tenter de le raisonner, il joue la carte de la nostalgie et lui raconte que tout comme lui, il était une bête de foire dans un cirque. Il lui dit ensuite qu'ils ne sont pas venus pour le tuer, mais pour lui proposer un marché. Plus aucun sbire du Joker ne le dérangera, seulement s'il élimine n'importe quel allié du pingouin s'aventurant dans les égouts. Killer Croc accepte évidemment ce marché. Et si vous vous demandez le sort qui est réservé aux malheureux qui par mégarde tombent dans les égouts, ils sont tout simplement dévorés par le maître des lieux. D'ailleurs, vous pouvez avoir une brève discussion avec lui dans le jeu. Il remarque grâce à son odorat développé que Batman n'est pas au top de sa forme depuis que le Joker lui a injecté son sang infecté et le promet de le dévorer le moment venu. Le pingouin souhaite contre-attaquer et en finir pour de bon avec son ennemi le clown. Il envoie l'un de ses meilleurs hommes en mission pour tuer le Joker. Il se camoufle puis attend le moment opportun pour lui coller une balle dans la tête. Mais Batman est là pour empêcher cet assassinat. Il sauve le Joker d'une mort certaine, mais aussi le sbire du pingouin qui aurait terminé dans de beaux draps s'il avait été retrouvé par les hommes du Joker. Il l'a laissé repartir, mais ce dernier n'a pas remarqué
que Batman avait discrètement déposé un tracker sur son manteau. Le sbire veut se racheter et annonce au Pingouin qu'à présent, il connaît le fonctionnement à l'intérieur de la Syrie Sionis. Il pourrait donc s'infiltrer de nouveau pour retenter d'abattre le Joker. Mais c'est lui qui finit avec une balle dans le torse. Il semblerait qu'une autre personne soit là pour prendre ce job. Deadshot est avec le Pingouin l'un des seuls criminels à vouloir rentrer et rester dans Arkham City de son plein gré. À défaut de n'être pas parvenu à tuer ses deux cibles principales qui sont Bruce Wayne et Batman, Deadshot est disponible pour toute autre mission. Mais Deadshot n'est pas intéressé par l'argent, et ça le Pingouin le sait. Il lui fait découvrir son armurerie et propose de le payer en arme à feu. Le Pingouin dispose d'une des armes les plus puissantes de la ville, qui n'est autre que Deadshot en personne. Un peu plus tard, alors qu'il narguait Batman au téléphone, le Joker entend des coups de feu, puis quelqu'un s'introduire dans son bureau. Deadshot est face à lui, mais il ne semble pas agressif. Au contraire, il confirme au Joker que le Pingouin est à la recherche de quelqu'un pour le tuer. En plus de ça, Deadshot lui ramène une bonne partie des armes qu'il avait eues en récompense dans l'armurerie du Pingouin. Le Pingouin est tombé dans le panneau. Deadshot se vante d'être un très bon acteur. Il avait passé la plupart du temps de sa détention à l'asile d'Arkham dans une cellule à côté du Pingouin. Il savait alors comment faire pour qu'il rentre dans son jeu. Les talents d'acteur de Deadshot devraient vous laisser perplexe. En réalité, ce n'est pas vraiment lui, mais Gueule d'Argile qui se faisait passer pour lui. Gueule d'Argile est peut-être l'allié le plus important du Joker puisqu'il joue un rôle important dans son plan final. Le Joker a trouvé la personne idéale pour bercer Batman d'illusions et ainsi le faire tomber dans son piège. Vous venez donc de découvrir les prémices concernant la rivalité entre le Joker et le Pingouin. Mais avant de passer à la suite, il reste un seul événement plutôt important que je n'ai pas encore cité et que vous allez découvrir maintenant. Batman est surpris qu'une nuit soit aussi calme à Arkham City. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette zone de Gotham soit aussi inactive? Même la milice Tiger a augmenté son nombre de patrouilles face à ce curieux phénomène. Batman met la main sur un détenu isolé et lui demande d'où provient ce calme inhabituel. Batman trouve alors la réponse à ces questions. Dans le tribunal d'Arkham City, un procès fait énormément parler. La grande majorité des détenus d'Arkham sont présents. Le juge et président du procès Double Face est là aussi, mais également une bonne partie des ennemis réputés de Batman. À côté de la cellule de Calendarman, l'accusé est appelé à se présenter devant le juge. Vous l'avez certainement compris, le procès du Joker est sur le point de commencer. Le Joker déclare qu'il est innocent, ou plutôt qu'il est sain d'esprit. Double Face va alors jouer deux rôles. Une de ses personnalités joue le juge tandis que l'autre joue le procureur, le métier d'Harvey Dent à l'époque avant qu'il se fasse défigurer à l'acide. Il établit le dossier d'accusation à l'encontre du Joker en soulignant le fait que c'est à cause de lui que tout le projet Arkham City a été mis en place. Heureusement, le Joker n'est pas seul face au monde, son avocate arrive à temps pour prendre sa défense. Une seule personne peut être aussi folle que lui pour se revendiquer avocat du Joker. Le juge Double Face va appeler chaque témoin à la barre pour qu'il témoigne en défaveur du Joker. Le Pingouin est le premier à témoigner. Il raconte alors que le Joker n'a pas cessé d'être violent avec lui et utilise de l'acide pour éliminer les sbires du Pingouin. Une guerre qu'il a commencé il y a des années, bien que Harley ne soit pas vraiment d'accord avec les propos du Pingouin et lui reproche même de les avoir virés de son club. Les autres témoins vont passer à tour de rôle. Le frère Abramovici, lié au Pingouin, lui reproche de l'avoir séparé au sens propre comme au sens figuré de son frère. Le Sphinx reproche au Joker d'être décevant et qu'il ne mérite pas l'adjectif génie, car il se considère bien plus intelligent que lui. Deadshot reproche au Joker d'être encore plus insupportable que Batman. Victor Zsasz lui reproche d'avoir rejeté sa proposition lorsqu'il fallait découper les frères Abramovici. Le Chapelier Fou baratine des phrases et Black Mask reproche évidemment au Joker d'avoir pris possession d'un de ses biens. Arnold Wesker, le ventriloque,
reproche au Joker de lui avoir volé sa marionnette Scarface. Il est vrai que le Joker s'est lié d'amitié avec la marionnette depuis les événements du jeu Arkham Asylum, et cela déplaisait fortement à Harley qui en était jalouse. Elle a jeté l'original dans la fonderie de l'usine, mais le Joker dévoila qu'en réalité, il avait une autre marionnette du même acabit construite par ses propres soins. C'est d'ailleurs celle-ci qui est aux côtés de Arnold Wesker durant le procès. Poison Ivy reproche au Joker d'avoir empoisonné ses plantes avec la drogue Titan et insinue même qu'il a tenté de tuer sa propre copine plusieurs fois. Pour finir, le dernier à prendre la parole est Bane. Il considère le Joker responsable de la création de la drogue Titan et qu'il a servi de cobaye à la réalisation de celle-ci. Il n'arrive pas à garder son calme et s'enfuit du tribunal en emportant avec lui une boîte contenant cette fameuse drogue, qui faisait office de pièce à conviction. Le Joker se moque des témoins en disant qu'ils ne sont pas mieux que lui et qu'en plus, ils remettent leur malheur sur le dos du Joker, alors que pour la plupart des cas, il n'en est pas le responsable. Double Face demande aux témoins de se mettre d'accord sur une décision quant au jugement qui attend le Joker. Les voix ont l'air unanimes. Enfin, non, une personne dans la pièce a l'air contre. Batman s'oppose entre les deux camps et Double Face les condamne tous deux à la peine fatale, la mort. Le chaos s'empare du tribunal. Les troupes du Joker en viennent aux mains avec les autres sbires des autres gangs. Les criminels de Gotham veulent la peau du clown et de la chauve-souris et tentent le tout pour le tout en s'attaquant à eux ensemble. Le Joker et Batman doivent collaborer main dans la main pour s'en tirer indemne, mais Double Face ne l'entend pas de cette façon et compte bien honorer la sentence qu'il a annoncée il y a quelques instants. Contre toute attente, c'est Calendarman qui sauve Batman et le Joker. Il en avait marre d'être enfermé dans sa cellule et participer au procès du Joker a pu lui permettre de le revendiquer. Batman et le Joker s'en sortent de justesse, tandis que Calendarman est reconduit dans sa cellule dans le sous-sol du tribunal. Vous pouvez d'ailleurs lui rendre visite à de nombreuses reprises dans le jeu pour qu'il vous raconte quelques anecdotes en fonction des jours où vous vous y rendez. Batman n'est pas le seul justicier à s'être rendu dans Arkham City. Le jeune Robin, Tim Drake, a voulu prêter main forte à Batman lorsqu'il était occupé avec ses propres problèmes. Tim Drake a entendu parler d'un fight club secret dans Arkham City. Pour passer incognito, il se déguise en détenu lambda et se balade dans les rues pour rechercher des indices. En tombant sur une escouade du gang du Pingouin, il se fait attaquer mais parvient facilement à les battre et à les mettre KO. Il en profite pour en interroger un à propos de ce fight club. Et l'homme interrogé lui désigne le musée du Pingouin. Tim Drake s'y rend de ce pas. Il demande au garde à l'entrée du musée de lui indiquer l'emplacement exact du fight club, puis traverse un à un les couloirs du musée, en repassant par des endroits iconiques que vous avez également visités dans le jeu vidéo. Par mégarde, il se fait surprendre par Faucille, le frère Abramovici du gang du Pingouin, qui l'assomme. Inconscient, Tim Drake est emmené dans un autre endroit, le fameux endroit qu'il recherchait, le Fight Club du Pingouin. Tous les participants qui sont arrivés jusque-là sont félicités par le maître des lieux, qui leur dit qu'ils ont réussi à passer la première épreuve, qui est de trouver ce Fight Club. Maintenant, les choses se corsent. Il n'y a qu'une seule place à pourvoir dans son gang, et c'est la dernière personne vivante de l'arène qui aura la chance d'intégrer le gang du Pingouin. Les détenus se battent tous les uns avec les autres. Tim Drake, lui, évite évidemment de tuer ses adversaires et les met juste KO. Le Pingouin est impatient et trouve que les combats sont longs. Il souhaite accélérer les choses en libérant l'un de ses sbires qui se trouve être drogué au Titan. C'est la première fois que Tim affronte un individu boosté avec la drogue Titan. Il comprend que maintenant, les avertissements que lui avait lancés son mentor Bruce Wayne. Tim ne fait pas le poids face à ce sbire, mais une personne encore plus puissante que lui semble lui prêter main forte. Bane a débarqué pour une raison précise. Il a entendu
que le pingouin détenait une quantité non négligeable de drogue titan et compte bien mettre la main dessus. Toute l'attention étant portée sur Bane, Tim en profite pour prendre la poudre d'escampette. Le pingouin est alors prêt à assister à un combat de titans, et c'est le cas de le dire, il révèle à Bane son arme secrète, le colosse Solomon Grundy. Deux poids lourds s'affrontent maintenant dans l'arène. Ils s'échangent des coups divins qui résonnent dans l'arène. La corpulence de Solomon Grundy est idéale pour Bane car il peut le toucher plus facilement. Le combat fait rage, un duel astronomique mesurant les deux ennemis de Batman les plus forts physiquement. Malgré sa force, Bane reste minuscule face à Grundy qui le chope par la taille et le projette hors de l'arène. Bane a mis Grundy dans une colère folle. Les chaînes de ses poignets sont maintenant cassées, et cela ne va pas être une partie de plaisir pour les hommes du pingouin pour le rattacher et l'enfermer de nouveau. Tim est de retour à la Batcave. Alfred est surpris de ses blessures sur son corps et demande ce qui a bien pu lui causer autant de dégâts. Tim a constaté la dangerosité d'Arkham City, mais cet échec ne l'arrêtera pas dans sa mission. Il reprend ses patrouilles de plus belle en direction de Gotham, cette fois-ci avec son costume de Robin. L'arène du Fight Club sera également foulée par Batman dans le jeu, qui aura l'occasion, dans un premier temps, d'affronter le sbire affecté par la drogue Titan, puis en tant qu'adversaire ultime, Solomon Grundy, dans la pièce où il est enfermé. Avant de passer à la dernière histoire de la vidéo, parlons d'un événement qui cette fois-ci s'est déroulé hors d'Arkham City. Quand le protocole 10 est activé, Batman monte d'étage en étage la Wonder Tower pour arrêter la folie d'Hugo Strange. Au moment où Batman arrive au niveau de Hugo Strange, ce dernier lui révèle que son manoir va être assiégé par les troupes Tiger, car il sait qu'à l'intérieur, il y a encore plein de secrets non découverts sur Bruce Wayne et sa deuxième identité. Et ce n'était pas du bluff. Nightwing et Robin entendent le bruit causé par l'arrivée fracassante des miliciens. Alfred est secouru par les deux justiciers et tous trois commencent à organiser une riposte. Par divers moyens de ruse, Nightwing et Robin vont mettre au tapis tour à tour l'intégralité des miliciens Tiger. Ces derniers vont payer pour avoir enfreint la propriété Wayne. Même Alfred met la main à la pâte et contribue à la victoire des trois membres de la Bat Family sur les troupes Tiger du docteur Hugo Strange. Le GCPD débarque à son tour au manoir Wayne suite à l'appel d'Alfred pour constater les dégâts. Bruce Wayne est toujours censé être en garde à vue après qu'il fut embarqué par les troupes Tiger durant l'un de ses discours qui se passe notamment au début du jeu. Le commissaire Gordon trouve que le maire Quincy Sharp et Hugo Strange ont été trop loin et il se rend de lui-même à Arkham City pour avoir quelques explications. Mais ce n'est pas sur Hugo Strange qu'il va tomber. Dans la scène de fin du jeu, Batman sort d'Arkham City avec le Joker dans ses bras, rendant confus le commissaire et ses hommes. Que s'est-il passé après que la ville et ses habitants ont découvert que le Joker était mort? Batman sort du théâtre avec le Joker dans ses bras, lieu de leur confrontation ultime. Les hommes du Joker et surtout Harley Quinn n'en reviennent pas. Gordon et ses hommes non plus. Mais selon Gordon, ce sont les risques du métier. Le Joker ne déméritait pas cette fin tragique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille s'en réjouir car à présent, les illuminés qui idolâtrent le Joker vont le porter pour martyr et les risques que cela engendre sont très élevés. Jim Gordon prend donc la responsabilité de garder le cadavre du Joker avec lui et de l'emmener au plus loin de la ville. Alors que Jim Gordon conduit le corps du Joker hors de Gotham, le lieutenant Harvey Bullock a le feu vert pour pénétrer dans l'enceinte d'Arkham City pour y remettre de l'ordre. Les policiers sont surpris de voir l'état apocalyptique de cette partie de la ville. En avançant prudemment jusqu'au cœur d'Arkham City, ils tombent sur un cadeau géant. Harvey Bullock a de l'expérience avec le clown tueur et se doute bien que c'est un piège. Or, le cadeau est vide, mais il faut faire attention aux alentours. Harley frappe le lieutenant par l'arrière et toute l'armée du Joker est présent, prêt à venger leur chef. Les policiers pensaient que la guerre était finie, mais une dernière bataille est sur le point de débuter. Harvey Bullock parvient à appréhender Harley Quinn et la conduit au GCPD
où un interrogatoire l'attend. Cela devait sans doute être fait exprès car elle n'est pas restée longtemps en interrogatoire et a pu voler au passage quelques explosifs. De plus, l'équipe d'intervention de la police à Arkham City a été pris en embuscade par le gang du Joker et sont désormais retenus en otage dans la Syrie Sionis. Gordon ordonne à Harvey Bullock d'attendre ses ordres et de patienter pour le moment. Batman, lui, agit à son compte et décide tout de même d'aller jeter un petit coup d'œil. Arrivé sur place, il tombe sur autre chose que les otages, un mannequin représentant le Joker, qui a un message pour lui. Si ce message lui parvient, c'est que le Joker est bel et bien mort. Le mannequin se met alors à faire son barreau d'honneur. Batman évite les coups du mannequin, puis le casse et récupère la puce électronique qui était dans la télévision. Dans sa Batcave, il décortique le message que le Joker lui adresse. Le Joker semble vouloir dire que sa mort est inévitable, mais qu'il compte bien laisser une trace de sa présence en ville et que la fête ne fait que commencer. Pendant que Batman était occupé aux quatre coins d'Arkham City, il avait demandé à ses sbires de trafiquer les antennes d'une tour pour que le message que Batman écoute à présent soit diffusé dans l'ensemble de la ville. Maintenant que tout le monde l'écoute, le message dit qu'il offre une récompense de 100 millions de dollars aux habitants de Gotham qui réaliseront l'exploit de trouver son corps et de le ramener à Harley Quinn. Il dit que son corps peut être partout, que tout le monde est en compétition et de se dépêcher car il y a un lot important à gagner. De plus, il annonce qu'il y a un temps imparti, sinon ce serait pas drôle. Et dans exactement 1 heure, les murs d'Arkham City vont s'effondrer car il a placé des bombes tout autour, permettant aux détenus à l'intérieur de se propager dans Gotham et d'y mettre le chaos. Il tient tout de même à dévoiler un indice à Batman. Le seul moyen pour arrêter les bombes est qu'ils se rendent à l'asile d'Arkham, dans un endroit secret que eux seuls connaissent. Batman semble savoir de quoi parle le Joker. Il ne perd pas de temps et se rend de suite à l'asile d'Arkham. Batman se souvient d'une nuit dramatique où le Joker avait semé une fois de plus le chaos en ville il y a des années et qu'il avait dû recourir à de nouvelles méthodes pour l'isoler de la civilisation. Des années plus tôt, la ville a été plongée dans l'obscurité totale suite à une tempête impressionnante et rare de ce côté du pays. Un homme est suspecté d'être en lien avec ce qui s'est passé, Mark Mardon, plus connu sous le nom de Météomage. Et comme son nom l'indique, il peut vraisemblablement contrôler la météo. Durant sa captivité à la prison de Blackgate, un individu bien connu des forces de police lui a rendu visite, et pas qu'une fois. Un individu qui apparemment était un excellent disciple et était à l'écoute de Météomage. Batman se rend dans l'unique planque de Météomage à Gotham, car il sait très bien de qui il s'agit, et en effet, il tombe sur son plus vieil ennemi. Batman le capture, mais un peu trop facilement à son goût. Il n'est pas encore au bout de ses surprises. Les habitants de Gotham, en ayant marre de l'obscurité qui persiste, ont décidé d'allumer des feux d'artifice pour retrouver un peu de lumière. Mais grave erreur. Les feux d'artifice sont contaminés par la toxine du Joker. Le clown a réussi à faire sourire une centaine d'innocents grâce à la poudre des feux d'artifice qui était inhalée par certains citoyens. De ce fait, Batman l'a ramené à l'asile d'Arkham, mais n'a pas pris la précaution d'informer les soignants que les vêtements du Joker sont contaminés également. La cellule habituelle du Joker ne correspondait plus au monstre qu'il était. Batman devait trouver un autre endroit où l'incarcérer. Et c'est dans les sous-sols désaffectés de l'asile que Batman trouva une pièce vide où il pouvait y déposer le criminel. Il est isolé du reste du monde, mais le Joker le prévient qu'ils sont liés à jamais et lui demande ce qu'il va pouvoir faire en attendant leur retrouvaille. Batman lui répond qu'il peut écrire un livre si ça lui chante. Et cette phrase-là n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. De retour au présent, Batman se rend dans les sous-sols de l'asile. Une descente en enfer où seul le diable sait ce qui l'attend. Dans la cellule Joker, il trouve sous une pierre un livre. Le Joker avait pris à la lettre ce que Batman lui avait dit des années plus tôt. Batman réalise que dans ce livre, le Joker a écrit le nom de toutes les victimes qu'il avait tuées. Page après page, des noms écrits à l'encre noire remplissaient les pages blanches. Soudain, il entend la voix du Joker.
un haut-parleur était installé dans un coin de la pièce et le félicite d'avoir trouvé l'endroit dont il faisait référence. Sans surprise, Batman constate que le dernier nom écrit dans le livre est le sien. Le Joker compte bien saisir la chance de réaliser son fantasme et révèle à Batman que depuis le début, il n'y avait pas de bombes autour d'Arkham City. En fait, pourquoi gaspiller des bombes là-bas alors qu'elles peuvent servir bien mieux autre part? La porte de la cellule se verrouille et Batman aperçoit autour de lui des petites lumières rouges qui s'allument une à une. Il est pris au piège et cela semble être la fin du Chevalier Noir qui est pris dans une explosion immense détruisant presque toute la ville. Le bruit que cela a provoqué a été entendu dans tout Gotham. Les détenus présents dans Arkham City réalisent enfin que le Chevalier Noir est mort pour de bon. Harley Quinn félicite son Monsieur J d'avoir accompli son plus grand rêve. Les policiers de Gotham et le lieutenant Belloc ont également entendu cette détonation et demandent à toutes les unités médicales de se rendre à l'asile d'Arkham pour porter secours aux éventuels blessés. Sur place, Harvey Bullock observe les ruines de l'asile. Il enjambe les gravats un par un, puis tombe sur ce qui s'apparente être comme le costume de Batman. Sous le choc, Harvey appelle le commissaire Gordon pour lui annoncer la terrible nouvelle et pour savoir quelles mesures il devait prendre à présent. Gordon lui dit qu'il le rappelle au plus vite car quelqu'un d'autre l'appelle au même moment. L'autre personne qu'il a au bout du fil réclame que c'est le moment de se retrouver et de prendre enfin cette décision. Jim est soulagé que Batman le rencontre comme convenu car il avait une grosse pression sur les épaules. Tant que le corps du Joker n'aura pas disparu pour de bon, il y aura toujours des personnes pour le rechercher et reprendre le flambeau sur ses actions démoniaques. Batman prend alors la lourde décision de faire disparaître à jamais le Joker et son sourire. Le corps du Joker est donc incinéré et le rire qui l'accompagne disparaît à jamais. Le Joker était aussi dangereux vivant que mort. Batman et Jim Gordon ont-ils pris la bonne décision de l'incinérer? Si vous avez joué au jeu vidéo Arkham Knight, vous avez quelques éléments de réponse. D'ailleurs, si tu souhaites que je fasse également une vidéo sur les histoires liées au jeu Batman Arkham Knight, fais-le moi savoir en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris pas mal d'histoires liées au jeu Batman Arkham City. Sur ce, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de comics. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Ciao!